notre invité politique aujourd'hui, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Député de l'Essonne, président de Debout la France. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Ariane, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Et on va commencer par ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, Nicolas Dupont-Aignan, et ses motions de censure qui ont donc été rejetées par l'Assemblée nationale, celle de la France Insoumise, celle du Rassemblement national qui visait à faire pression sur le gouvernement sur le dérapage des déficits publics. Vous les avez votées, ces motions de censure. Pourquoi ? Parce que moi je suis cohérent. Je vote toutes les motions de censure depuis un certain nombre de mois. Je les ai quasiment toutes votées, peut-être j'en ai loupé une ou deux, tellement il y en a eu. Mais parce que on ne peut pas critiquer un gouvernement pour de mauvais résultats et de mauvaises actions. Et ça, c'est objectif, au-delà des polémiques, au-delà, quand on voit les chiffres, qui sont accablants. Budget, commerce, insécurité, enfin les chiffres parlent. Et de l'autre côté, ne pas voter la censure. Et là, j'avoue que je suis tellement déçu que les Républicains se soient une fois de plus dérobés. Comment peuvent-ils, notamment dans la campagne européenne, passer leur vie à critiquer les macronistes et leur faire la courte échelle au moment du vote de la motion de censure? C'est incompréhensible. Remarquez, je devrais les remercier parce que tous les jours, j'ai des mails d'adhésion d'anciens républicains à Debout la France. Donc, je devrais les remercier, mais je ne comprends pas. En fait, j'en suis à un point où je ne les comprends plus. Est-ce que c'est pas parce qu'ils attendent l'horreur? On parle d'une motion de censure qui pourrait être déposée par les Républicains à l'automne, par exemple, au moment de l'examen du budget. Et ça fait plus d'un an qu'ils disent la même chose. Et ils le feront pas cette année? Vous croyez pas? C'est-à-dire pour vous, ils en déposeront jamais? Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais... Mais est-ce que juste hier, c'était le bon calendrier, Nico? Parce que c'est un peu ça qu'ils disent. Est-ce qu'à 5 jours des Européennes, à un mois des Jeux Olympiques, c'est le moment de faire tomber le gouvernement? Mais attendez, quand on a un gouvernement qui creuse les déficits, qui maintenant s'attaque aux malades et aux chômeurs en fin de droit, au lieu de s'attaquer au vrai gaspillage. Je pense aux milliards perdus par les fausses cartes vitales. Je pense aux fournisseurs d'électricité, rapport de la Cour des comptes. 30 milliards donnés en pure perte à des fournisseurs d'électricité. Quand on voit les milliards qui sont perdus, mais d'ailleurs c'est ce que disent les Républicains. Comment voulez-vous, parce que j'ai pris un peu de recul n'étant pas tête de liste pendant cette campagne européenne, comment voulez-vous que les Français croient encore en la politique quand ils voient, par exemple, des Républicains dans des débats télévisés être très durs avec Emmanuel Macron et en même temps lui faire la courte échelle après? Les gens se disent, mais c'est un théâtre. C'est quoi? C'est un théâtre? Pourquoi ils ne le font pas? Vous comprenez, il y a un moment, il faut de la cohérence. On ne peut pas être un opposant sans voter cette motion de censure. Quand le pays, comme je le pense, est au bord du précipice, et qu'en pire, ceux qui l'ont conduit au bord du précipice sont dans le déni de réalité. Je ne sais pas si vous avez écouté... C'est les macronistes. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Qui a sauvé l'économie. On dirait j'ai l'impression qu'il ne vous a pas convaincu. Non, franchement. Il n'a pas sauvé l'économie? Non, mais franchement, avoir un ministre de l'économie qui a ajouté près de 1000 milliards de dettes, 900 et des poussières. Il n'a pas fait ça tout seul? Non, avec Emmanuel Macron, il a obéi à Emmanuel Macron ou Emmanuel Macron l'a suivi, ses conseils. Qu'importe, c'est un duo. Plus de 950 milliards de dettes. Et qu'il ose dire aux Français, oh bravo, j'ai sauvé l'économie en faisant 950 milliards de dettes au moment où une agence de notation dégrade la note de la France, je me dis, c'est grave parce qu'ils ont pris ces mesures au fil du temps qui nous ont ruinés. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils n'en tirent aucune leçon pour changer. Mais qu'est-ce qu'ils doivent en tirer comme leçon? Alors, est-ce que Bruno Le Maire peut rester à Bercy? Écoutez, moi je ne le crois pas, mais au moins il pourrait tirer les leçons en se disant, eh bien, je vais m'attaquer aux fausses cartes vitales, aux fournisseurs d'électricité, aux dépenses de l'Union européenne. Non, Emmanuel Macron veut doubler le budget européen, c'est-à-dire doubler encore les déficits européens. Mais ils sont devenus complètement fous. Moi, je pense qu'il faut les arrêter, que la seule façon de les arrêter, il n'y en a que deux. Il y a la destitution de l'homme, il n'y en a pas beaucoup qui le veulent, pour l'instant, et il y a la dissolution, c'est-à-dire la motion de censure. Est-ce qu'on peut vivre encore 3 ans? Ça sera le débat d'après les européennes, c'est évident. Est-ce qu'on peut vivre encore 3 ans à creuser les déficits, à avoir 500 000 migrants chaque année supplémentaire, à avoir l'insécurité qui explose, à avoir l'hôpital qui sombre?
C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut continuer 3 ans comme ça? Juste une précision. Moi, je ne crois pas. Alors, je ne veux pas attendre 2027. Juste une précision sur la manière dont on pourrait redresser les comptes de ce pays et remplir les caisses. Bruno Le Maire a promis à nouveau qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts en 2025. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est possible de redresser la barre sans créer de nouvelles recettes? C'est évident que je le souhaite. Tout le monde le souhaite. Parce vous souhaitez un nouvel impôt Non, tout le monde souhaite qu'on redresse les impôts, puisque vous savez très bien qu'on est à un record de prélèvements obligatoires. Donc, ça dépend quels impôts on parle, parce qu'il y a une grande partie de l'hémicycle qui veut qu'on taxe plus les riches. Est-ce que vous êtes sur cette ligne? Non, moi, je pense qu'on peut taxer les super profits, et notamment, je maintiens, persiste et signe qu'il faut revenir à un prix national de l'électricité, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, pour facturer l'électricité au prix coûtant. Ils ont une dérogation temporaire, l'Espagne et le Portugal. Oui, mais enfin, c'est toujours mieux. Plus ce qu'il faut pour investir dans nos centrales nucléaires, mais disons, faire baisser les prix de l'électricité et surtout, pour aider nos producteurs, le Made in France, et puis surtout, arrêter avec la rente qu'a dénoncé la Cour des comptes, c'est pas moi, aux fournisseurs d'électricité qui a pris un argent fou. Mais pas de taxation des plus grandes fortunes, par exemple. Sur les plus grandes fortunes, il peut y avoir une taxe exceptionnelle. Pourquoi pas? Mais il faut être honnête. Si nous taxions trop les grandes fortunes maintenant, au moment où le pays est déjà à la ramasse, il y aurait un danger de fuite de capitaux. Donc je pense qu'on peut changer certains impôts. Moi, je suis pour l'annulation des droits de succession sur la résidence principale, pour les petits patrimoines. En revanche, on peut taxer les plus gros droits de succession. On peut récolter un peu d'argent. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est d'arrêter les fuites. Les fausses cartes vitales, des milliards, la fraude à la TVA à grande échelle, liée d'ailleurs à un système européen qui ne marche pas de prélèvement. Il y a des dizaines de milliards de perdus. Et ce que je trouve déplorable, c'est qu'on s'attaque aux malades avec les arrêts maladie, aux chômeurs en frein de droit, alors qu'il y a déjà eu une réforme très rigoureuse. Donc on s'attaque. Donc la réforme de l'assurance chômage, vous ne la voterez pas? Ah mais je la conteste. Parce que oui, il y a des abus, mais il y a eu une réforme, il faut l'appliquer. Et il faut tenter que son Parlement et le Parlement ait son mot à dire sur cette réforme. Il faut taxer les contrats courts. Il faut créer de l'emploi pour faire une réforme d'assurance chômage. C'est abominable de se dire que ce gouvernement tape toujours sur les plus modestes. Il y aura un débat là-dessus à l'Assemblée parce qu'il n'y a pas de débat prévu au Parlement sur la réforme de l'assurance chômage, mais le groupe Lyot a déposé une proposition de loi. Est-ce que vous voterez cette proposition? Bien sûr, il faut la voter et il faut contraindre le gouvernement à arrêter d'accabler les plus modestes alors qu'ils ne touchent pas au scandale de gaspillage. Les emprunts à taux variables. Vous savez que c'est le Sénat qui a rajouté une discussion budgétaire 12 milliards d'euros pour financer les emprunts à taux variables indexés sur l'inflation, alors qu'on peut emprunter à taux fixe. Vous vous rendez compte les gaspillages qu'il y a dans notre pays qui ne sont pas traités par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire? Alors Emmanuel Macron, justement, il doit prendre la parole jeudi soir à 3 jours du scrutin. Il doit parler de l'actualité internationale puisqu'on sera le 6 juin. Il sortira des commémorations des 80 ans du débarquement. Est-ce que vous jugez cette interview opportune? Oh, je vais vous dire. Lui est persuadé qu'il va sauver Madame Hayé en parlant. Moi, je pense que plus Emmanuel Macron parle, mieux c'est, plus elle descendra, puisqu'en fait, les Français n'en peuvent plus de cette attitude du président de la République qui va squatter les médias pour défendre une politique qu'il déteste. Donc, il peut parler tout ce qu'il veut. C'est scandaleux d'ailleurs, parce que juste avant la fin de campagne, il va intervenir, comme M. Attal. Mais quel mépris pour sa candidate d'ailleurs. Et quel mépris pour les qui est arrivé hier pendant une interview de Valérie Hayé à France. Excusez-moi, mais c'est quand même très grave. Ça veut dire que M. Attal est chez lui à France Inter, à Radio France. Il était à France Info. Bon, il était l'invité du 8h30 oui, mais alors de à ce France moment-là, Info. moi, écoutez, moi, la prochaine fois que je vais dans les couloirs, remarquez, je suis jamais invité dans cette radio de service public financée avec les contribuables et qui ne respecte pas la loi sur l'équité du temps de parole. Mais qu'importe. Donc, quand j'irai dans les couloirs de Radio France, j'irai m'inviter dans les débats. Non, mais on marche sur la tête. Ces gens-là ont perdu la tête. Mais le plus grave n'est pas là, bien sûr. Le plus grave, Gabriel Attal, il a perdu la tête pour vous. Mais quel mépris pour sa candidate. Quel mépris pour les journalistes de Radio France et quelle complicité des journalistes de Radio France. Bon, mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, moi j'attends le plus grave, c'est l'intervention jeudi soir sur le fond. Est-ce que le président de la République va nous entraîner vers une guerre avec la Russie? Ça, c'est autrement plus grave que les petites... Vous entraîner vers une guerre, ça serait quoi? D'envoyer des militaires en Ukraine. C'est une folie.
Je le dis, c'est une folie. Est-ce qu'autoriser l'Ukraine à frapper des cibles sur le sol russe, pour vous, c'est nous entraîner dans la guerre? C'est une folie. Il y avait deux lignes dans la guerre. Oui, il y avait deux lignes. C'est pas permettre à l'Ukraine de se défendre? Non, c'est mettre le doigt dans un engrenage terrible pour la France. Je veux insister là-dessus. Il y avait deux lignes rouges jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas de frappe en Russie avec des armes occidentales, ni bien sûr de frappe russe dans l'OTAN, c'est-à-dire en Pologne et dans les pays baltes. C'était un accord qu'il y avait. Deuxième point, il n'y avait pas de troupes russes, de troupes occidentales, sur le territoire ukrainien. Moi, je veux vous poser une question très simple. Il y en a depuis un moment déjà. Non, officiellement, le Parlement n'a pas été saisi. Mais ah non, mais attendez, c'est très grave. Ça veut dire que le président ne respecte pas la Constitution. Je ne parle pas forcément des Français, mais il y a des conseils ministères américains. Il y a des bases de la CIA qui ont été révélées par le New York Times. Mais, attendez, c'est tellement grave. J'espère que le président de la République, garant de la Constitution, la respecte. J'ose espérer. Donc, s'il annonce, peut-être, on verra, l'envoi de militaires français en Ukraine, cela veut dire qu'il franchit une ligne rouge, qu'il nous met en co-belligérance avec la Russie. Et je pose une seule question. Si ces soldats sont tués, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la France a une armée conventionnelle suffisamment forte pour équilibrer les Russes en Ukraine? Premier point. Deuxième point, est-ce que ça ne nous conduit pas à une escalade nucléaire? Troisième point, est-ce qu'il a anticipé tout cela? Eh bien, moi, j'estime qu'il y a une autre voie possible. Les deux parties sont épuisées par la guerre, même le côté russe. D'ailleurs, il n'arrive pas à avancer tellement. L'Ukraine est en train d'être détruite et sacrifiée pour uniquement vendre des armes américaines, quand même. Il y a une voie de paix possible. Il va y avoir des négociations en Suisse très prochainement. Il faut absolument un accord avec un retrait des troupes russes en échange d'une démilitarisation de l'Ukraine. C'est ce que propose Trump, d'ailleurs. Et c'est ce qui se fera, parce que les Américains le feront sur le dos des Européens dès que Trump sera... Parce que là, la Russie vous semble prête à discuter, pardon. Mais la Russie est aussi épuisée, contrairement à ce qu'on dit. Mais est-ce que Vladimir Poutine vous semble prêt à discuter? Mais il faut bien essayer. Et le rôle de la France, je préférerais que ce soit la France plutôt que la Turquie qui le propose, ou Donald Trump s'il arrive au pouvoir. Et ce que je veux vous dire, ce que personne ne dit sur les chaînes, et j'aurais aimé que dans ce débat aux européennes, il y ait un peu plus qu'on aborde un peu plus cette question internationale, c'est qu'on a découvert que le Trésor américain n'avait pas mis des sanctions bancaires sur les banques qui travaillent avec l'énergie russe, que jamais les Américains ont autant importé de Russie. Donc, les Américains commercent avec la Russie, importent de l'uranium enrichi, importent des choses. Et nous, Européens, le continent européen est sacrifié. L'économie allemande s'effondre, la diplomatie française est discréditée dans le monde, et on continue. Une dernière question sur Vladimir Poutine, Stéphane. Oui, il y a le 6 juin, donc il y a les commémorations du débarquement. On annonce la présence de Volodymyr Zelensky. On sait que Joe Biden viendra ensuite à Paris pour une visite officielle d'État. Pas d'invitation de la Russie ou de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est de bonne guerre ou ça vous hérisse? Moi, ce qui me hérisse, c'est ce révisionnisme historique scandaleux. Il n'y aurait pas eu le front russe, il n'y aurait pas eu le succès du débarquement. Ça, tous les historiens le disent. Et mais là, vous accusez Emmanuel Macron de révisionnisme? Oui, c'est un révisionnisme historique. Moi, j'irai pas à cette cérémonie parce que c'est du révisionnisme. Mais attendez, je vais vous dire autre chose. Inviter un homme, Zelensky, un régime, qui a donné le nom de Bandera aux Champs-Élysées de Kiev. Vous savez qui est Bandera? Oui. Il a massacré des dizaines de milliers de juifs. L'inviter aux cérémonies du débarquement, c'est une honte. Donc si on vous écoute, il aurait fallu inviter Vladimir Poutine, mais pas Volodymyr Zelensky, c'est ça? Au moins une délégation russe. Si on voulait montrer qu'on n'était pas d'accord avec ce que faisait Poutine, ce que je comprends très bien, puisque j'ai condamné l'agression. Mais si on voulait, on pouvait inviter une délégation russe, mais inviter Zelensky, qui est d'une ambiguïté incroyable vis-à-vis du passé collaborateur de l'Ukraine avec Hitler, c'est indécent pour tous ceux qui ont donné leur vie pendant ce conflit. Et je trouve ça indécent. C'est du révisionnisme historique. Et Philippe de Villiers a très bien dit les choses récemment. En fait, on veut faire passer la soi-disant faiblesse vis-à-vis de la Russie pour un Munich. On est dans l'engrenage, pas de Munich, on est dans l'engrenage de Sarajevo. C'est-à-dire un engrenage en Ukraine qui, par un effet... Mais révisionniste, vous allez peut-être un peu loin, Nicolette Dupont-Aignan. Mais écoutez, Emmanuel Macron, il n'a jamais dit que la Russie n'avait pas contribué à faire gagner la Seconde Guerre mondiale. Il dit juste que dans le contexte actuel, c'est compliqué d'inviter la Russie. Mais on ne se sert pas
je vais vous dire, quoi qu'on pense sur l'affaire de la Russie et de l'Ukraine, on ne se sert pas, comment dire, d'une cérémonie de mémoire pour faire de la communication d'actualité. Les cérémonies, pour moi, de mémoire doivent être, comment dire, protégées de l'instrumentalisation. Voilà. On va parler de la campagne des Européennes. Un mot, puisqu'il y a eu une polémique hier sur une affiche du Rassemblement national qu'on va voir qui disait « Je suis gendarme, le 9 juin, je vote Bardella ». Est-ce que le Rassemblement national est allé trop loin avec cette affiche? Non, mais pourquoi? C'est une tempête dans un verre d'eau. Enfin, je veux dire, tout ça est grotesque. En fait, ils ont perdu la tête, ceux qui... Voilà, ils savent plus quoi faire. Qui s'occupent plutôt de la souffrance des Français, de bien gouverner et d'avoir un vrai projet pour une autre Europe, une Europe complètement différente. Voilà. Stéphane, sur le fait que vous ne soyez pas allé, vous, aux Européennes. Oui, vous avez renoncé à monter une liste, vous l'avez annoncé au printemps pour les Européennes. Vous auriez pu, pourtant, il y a 38 listes en compétition là, pour ce 9 juin. Vous n'auriez pas dépareillé, vous regrettez? Alors, je vais pas être allé au bout. D'un côté, je regrette, puisqu'il y avait quand même dans les sondages 2 à 4% des Français qui disaient vouloir voter pour notre liste. Et je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que justement, il y avait trop de listes. Parce que j'ai essayé de rassembler des listes, il faut être honnête, souverainistes. Trop de listes souverainistes, notamment. Et que j'y suis pas arrivé, voilà, il faut être honnête dans la vie. Et puis... Mais c'est pour ça, parce que vous n'étiez pas en mesure d'être candidat, juste parce que... Non, je ne voulais pas être candidat, tête de liste. Si c'est pas une question financière, par exemple. Non, attendez, il y a 2 choses. Pour être précis, je ne voulais pas être candidat tête de liste parce que j'estime que mon devoir, c'est de rester au Parlement national et de ne pas faire semblant. Et ce qui est vrai, et vous avez raison, c'est que les personnalités qu'on avait envisagées comme tête de liste n'étaient pas financées parce que les banques me finançaient, mais pas quelqu'un d'autre. C'était qui? Ah bah, vous aviez envisagé? C'est pour l'histoire. Non, dites-nous maintenant. De toute façon, ils ne seront pas tête de liste. C'est fini. Maintenant, l'enjeu, c'est pas ça, c'est pas ma personne. Debout la France ne donne pas de consigne de vote, à une exception. C'est que Debout la France demande d'aller voter et demande surtout de voter pour une liste patriote. Il y a l'embarras du choix. J'avais essayé qu'il y ait des réunions. Une liste patriote? Une liste patriote, c'est une liste qui refuse l'engrenage de la perte de souveraineté de la France. C'est une liste qui défend les intérêts de la France. Et j'estime qu'il y a l'embarras du choix. Il y a Florian Philippot qui m'avait soutenu à la présidentielle et beaucoup de militants de chez nous travaillent avec Florian Philippot qui est sur une vision très Frexit. Et puis il y en a qui veulent changer davantage l'Europe de l'intérieur. C'est Marion Maréchal et c'est Jordan Bardella. Entre ces 3 listes, les militants et les électeurs se partageront parce que de toute façon, par contre, vous avez été très clair. C'est un scrutin proportionnel. Ne l'oublions jamais. Et à la fin, les voix s'additionneront. Et moi, je souhaite que le camp patriote, que les patriotes qui défendent la souveraineté de la France, qui ne veulent pas la dilution de la France... Ça veut dire juste que les autres listes, elles ne sont pas patriotes pour vous? En tout cas, elles acceptent une Union européenne qui est en train, pour moi, de détruire la souveraineté de la France. Par exemple, les Républicains, c'est pas une liste patriote. Les Républicains, ils sont dans un groupe qui soutient Van der Leyen. François-Xavier Bellamy ne soutient pas Van der Leyen. Oui, mais attendez, dans la vie, c'est pareil que la motion de censure. On ne peut pas être dans un groupe qui soutient Van der Leyen et dire non, je n'aime pas Van der Leyen. Il y a un moment, il faut revenir sur terre. Mais juste sur la cohérence, soit il quitte, juste un point. J'ai beaucoup d'admiration. François-Xavier Bellamy est un type très bien, mais dans la vie, soit il quitte le groupe qui va soutenir Van der Leyen, le PPE, soit en votant pour lui, on soutient Van der Leyen indirectement. Dans vos choix, il y a Florian Philippot, vous l'avez dit, lui, il est pour le Frexit. Est-ce que vous êtes pour le Frexit? Moi, j'ai toujours dit la même chose, et c'est là où je pensais qu'il fallait une vision un peu plus subtile. J'ai toujours dit qu'il fallait garder le Frexit comme une issue de secours ultime, c'est l'escalier de secours de la maison, mais qu'il fallait, avant le Frexit, tenter une renégociation complète du système européen avec les pays volontaires. C'est-à-dire, en gros, une sortie groupée pour reconstruire l'Europe du général de Gaulle. Donc je suis gaulliste. Vous êtes plutôt sur la ligne de Jordan Bardella et Marion Maréchal, pas sur celle de Florian Philippot, du coup. Personnellement, je suis entre les deux parce que je pense qu'il ne faut pas non plus croire qu'on va tout changer de l'intérieur par un simple maintien des institutions. Je pense qu'il faut sortir avec ceux qui veulent. Pas une sortie sèche seule, mais une réorganisation complète. Il y a l'embarras du choix, je ne suis pas candidat, les électeurs sont libres. Moi, je voulais plus d'union. Là, vous leur avez donné 3 choix sur 38. Déjà, il y a moins l'embarras du choix. C'est déjà pas mal, heureusement. Mais moi, je ne vais pas me débiner. Et je veux surtout, excusez-moi, le plus important aussi, c'est que les gens aillent voter. Et je pense aussi que le plus important, c'est que Mme Hayet et M. Glucksmann fassent le score le plus faible possible, parce que eux... vous l'avez dit au printemps, parce que vous estimez qu'ils veulent rayer la France de la carte. C'est peut-être un peu excessif. Non, ils veulent passer un système fédéral. Attendez, un système fédéral, c'est quoi? C'est qu'on abandonne la souveraineté nationale, on la passe au niveau européen. C'est un choix légitime. Ils veulent faire ça. Moi, je suis totalement opposé parce que c'est la fin de la démocratie. Je vous renvoie à cette belle phrase du général de Gaulle. C'est que la démocratie est indissociable de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi je ne crois pas tellement d'ailleurs à ce Parlement européen. Est-ce que Jordan Bardella et Marion Maréchal, c'est pareil pour vous?
il y a des nuances. Vous savez, moi je pense qu'on arrivera au pouvoir, globalement, les patriotes, parce que c'est vital pour le pays, que s'il y a une union, une coalition. Mais quand vous voyez cette campagne, juste Nicolas Dupont-Aignan, où Jordan Bardella et Marion Maréchal se sont quand même beaucoup invectivés, est-ce que l'union des droites, elle n'est pas morte? C'est pas l'union des droites qu'il faut. Moi, j'ai jamais été pour l'union des droites. J'ai été toujours pour l'union des patriotes, des souverainistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et je pense que c'est mieux. Enfin, dans l'union, j'imagine que vous mettez Jordan Bardella et Marion Maréchal. Mais bien évidemment. Bon, est-ce qu'elle est encore possible quand vous voyez comme ils s'invectivent? Et puis certains républicains qui, à un moment, vont quand même arrêter de ne pas choisir. Et puis des gens de gauche républicaine qui veulent venir. Mais ceux qui veulent sauver la France, arrêter avec cette politique d'abandon, mais c'est possible. Et ce sera l'objet de la présidentielle. Et je vais vous dire, là, c'était un scrutin proportionnel. Un scrutin proportionnel qui a valeur d'une sorte de sondage, mais sur une moitié de population. Bon, moi, je crache pas dans la soupe parce que j'y suis pas, il faut aller voter. Mais le vrai enjeu, c'est quoi ? C'est la motion de censure et c'est l'élection présidentielle. Mais je ne dis pas mon dernier mot sur ce point. Ah ben attendez, non mais on va vous interroger sur ce point, mais juste sur le Jordan Bardella. Ne cesse de dire que s'il gagne, si le Rassemblement national arrive en tête dimanche, il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a raison. Mais moi je la demande déjà, donc je ne sais pas pourquoi je vais attendre même dimanche. Et puis c'est un scrutin proportionnel. Et là on mélange les choux et les carottes. Non mais juste pardon pour l'Union des Patriotes, Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas une question en tête, c'est un scrutin proportionnel. Qu'est-ce qui va compter au lendemain du scrutin? Il faudra additionner les voix de M. Bardella, de M. Philippot, de Mme Marion Maréchal. Ça fera déjà un bloc et on verra, d'ailleurs je le vois déjà dans des journaux, il y avait un journal du soir hier, à combien, alors ils disent l'extrême droite, c'est pas l'extrême droite, tout le monde a compris, ce sont des patriotes. Eh bien, on verra à combien ils sont. Et c'est très important. Mais pardon, mais quand on voit l'écart entre Jordan Bardella et Marion Maréchal, non mais est-ce que votre union des patriotes, ça va pas être surtout le Rassemblement national qui absorbe tout le monde? Mais la question, c'est pas ça. Pardonnez-moi. Bah si, quand même, pour la suite, c'est quand même un peu ça. La question, c'est de faire... C'est qu'est-ce que vous allez peser face à un Rassemblement national au-dessus de 30%? Mais, excusez-moi, le Parti communiste a été à 35%, il n'a jamais gagné. La question, c'est quoi pour moi? J'ai un peu vieilli, pris de la bouteille. La question, c'est quoi? C'est de faire 50,1. Pour faire 50,1, au deuxième tour de la présidentielle. Pour faire 50,1 et sauver le pays, atténuer les souffrances des Français, faire repartir la France, il faut additionner. Stéphane a une question là-dessus. Et vous, je maintiens ça depuis des années. J'ai quand même été en 2017 le seul qui a franchi le pas. Je maintiens ça et je le dis à mes amis des uns ou des autres, puisque j'ai pris du recul pendant cette campagne. Arrêtez les divisions. Une coalition vaste et on a 2 ans pour la préparer. C'est ça qui m'intéresse. Nicolas Dupont-Aignan, quel sera votre rôle dans la coalition que vous appelez de vos voeux? Au printemps, vous aviez dit que vous ne présenteriez pas de liste aux européennes parce que vous vouliez vous concentrer sur d'autres échéances électorales, la législative et la présidentielle. Vous serez candidat en 2027? On verra le moment venu. Non mais vous préparez... non mais là, d'après ce que vous nous dites, vous préparez la présidentielle, donc vous avez envie d'être candidat à la présidentielle. J'ai envie de défendre une vision gaullienne qui manque tant à la vie politique française. À la présidentielle. Maintenant, est-ce que je pourrais l'être? Comment? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y aura une coalition? Etc. Ce qui m'importe le plus, c'est de faire prendre conscience des périls du pays, qu'on peut s'en sortir et qu'on rassemble des gens qui, dans l'ensemble, malgré leurs différences, pensent pareil et se divisent trop souvent. Le scrutin européen était un scrutin proportionnel qui facilite les divisions, reconnaissez-le. Et je pense aussi, dernier point, qu'il y a des républicains qui en ont assez de l'entre-deux des républicains et qui voudraient rejoindre une grande coalition patriote. Donc, vous discutez déjà avec certains d'entre eux? Mon travail modeste, c'est d'essayer de rassembler tous ces gens-là. Voilà. Vous discutez avec des républicains? Mais bien évidemment, et je leur dis arrêtez. Mais je ne vais pas révéler des noms. Arrêtez d'être entre deux eaux. Choisissez. Rassemblons-nous, sauvons le pays. Voilà. Et les européennes, ça va être un vote, c'est important. Mais après, il va falloir s'occuper du pays. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'avoir été notre invité. Stéphane, la une de Ouest France. Quelle solution face à la pénurie de saisonniers? C'est à la une de votre journal. À la semaine prochaine, Stéphane. Merci Nicolas Dupont-Aignan. On va parler des européennes tout de suite dans le club. Bah oui.